Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai vraiment des souvenirs très tôt où j'ai compris que la nourriture était un problème, en tout cas qu'il fallait surveiller. J'ai vraiment des souvenirs, je pense, dès mes 6 ans, quelque chose comme ça. Même encore aujourd'hui, je prends pas la mesure de la place que prenait la nourriture et mon rapport à mon corps dans ma tête depuis toujours. Et là, rentre dans ma vie le féminisme. Et donc je réalise un peu l'ampleur de la grossophobie, de la société, de la violence des expériences que j'ai pu vivre. Donc je suis passée de « je suis un problème » à « j'ai un problème ». J'ai tout lâché, mais vraiment. En fait, depuis que j'ai lâché, ça, juste spoiler, ça va plutôt bien. On est toujours dans cette idée qu'il y a quelque chose à améliorer, à réguler, à fluidifier, à guérir. Et en fait, je pense que voilà, c'est plus un problème en fait. Mais j'ai encore du mal à me le dire. Ouais. Notre corps, il est bien, on va bien, on a beaucoup cheminé. Ça va. Bienvenue dans l'épisode 22 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage de Célia. L'histoire de relation avec la nourriture est très ancienne pour Célia, qui a aujourd'hui 28 ans. Très jeune, elle avait compris que manger posait des problèmes et qu'il fallait surveiller son alimentation. Parce qu'elle avait tendance à manger vite et plus que ce qui semblait nécessaire, ses parents se sont inquiétés et l'ambiance à la maison était, d'une manière générale, à surveiller ce que chacun mangeait. Cette alimentation contrôlée a fait le lit des problèmes de relation avec la nourriture. Adolescente, Célia a vécu des cycles de restrictions et de compulsions qui se sont mis en place même s'ils n'étaient pas extrêmes. Vers 2014-2015, entre dans la vie de Célia l'engagement féministe avec le suivi de fat activistes et elle découvre l'ampleur de la grossophobie d'une manière générale ainsi que celle qu'elle a elle-même subie adolescente et enfant. En 2018, dans une période plus morose, Célia fait le lien entre l'alimentation et les émotions par le biais d'un coaching toujours centré sur la perte de poids, pendant lequel elle se connecte également plus à son corps de manière intuitive via, entre autres, la danse et le yoga. Au début de la pandémie en 2020, Célia se retrouve à nouveau prise au piège avec des injonctions à surveiller son corps et son poids et s'en rendant compte, elle lâche tout ça et choisit le chemin de l'alimentation intuitive pour quitter la tentation du perfectionnisme, être plus connectée à ses sensations corporelles, également pour sortir des injonctions de l'image corporelle. Ce chemin se poursuit aujourd'hui, mais Célia sent que, oui, c'est plus un problème en fait, même si elle a encore du mal à se le dire. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Célia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Ça me tient particulièrement à cœur de t'accueillir aujourd'hui. Et déjà bonjour, comment tu vas ? Bonjour, eh bien aujourd'hui ça va, je suis un peu préoccupée par des choses à faire, mais sinon très détendue, très contente d'être avec toi. Est-ce que tu veux bien Célia te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui te découvrent aujourd'hui ? Oui, alors je m'appelle Célia, j'ai 28 ans, je vis en Savoie, à la montagne, et je m'intéresse depuis des années à tout ce qui tourne autour du soin, du fait de prendre soin de soi. Et je suis beaucoup rentrée là-dedans par le biais de la relation à la nourriture. Et donc aujourd'hui, je suis professeure de yoga et je suis aussi coach, et notamment coach somatique. Donc je travaille beaucoup autour de la magie du corps. Et ouais, ça, c'est vraiment des thèmes et des expériences qui me passionnent.
Et Ouais. voilà, j'aime vivre où je vis avec mon amoureux, mon chat. Et je passe cette grosse année de pandémie à essayer de prendre soin de moi. Voilà. Très beau programme. Très très beau programme. Alors, est-ce que tu es OK pour partager avec nous l'histoire, entre guillemets, de ta relation avec la nourriture? Oui. Alors, moi j'ai l'impression que c'est une histoire qui est à la fois très ancienne et assez répandue finalement pour des petites filles et qui deviennent ensuite des jeunes femmes et des femmes. Oui. Donc moi j'ai vraiment des souvenirs très très tôt où j'ai compris que la nourriture était un problème, ou en tout cas qu'il fallait surveiller. Ah oui. J'ai vraiment des souvenirs, je pense, dès mes 6 ans, quelque chose comme ça. Mes parents qui étaient inquiets, je pense, de ma manière de manger, ou de ma précipitation à manger, ou même avant de parler de poids. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. J'étais vraiment une petite fille très surveillée là-dessus. On m'a emmenée voir toutes sortes de thérapeutes, de praticiens, de diététiciennes assez vite. Et donc, ouais. Et voilà, j'ai l'impression que c'est finalement, ça arrive assez souvent, et que en fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu une grosse prise de poids qui a fait qu'ensuite Ensuite, un peu la machine s'est mise en marche. J'ai l'impression que c'était très concomitant en fait. Et voilà, du coup, adolescence, oui. Mais ouais, je me permets de t'interrompre parce que je me dis, c'était quoi les signes finalement qui inquiétaient tes parents avec le recul? Qu'est-ce que tu dirais qui les inquiétait à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait pas de prise de poids, de forte prise de poids, ou de courbe dépassée ou quelque chose comme ça? Ouais, alors il y a plusieurs choses, je pense, parce que ensuite, en tant que jeune adulte, ça a été un chemin pour moi de me déculpabiliser aussi, un moment de passer par la phase où je comprends que rien de tout ça n'était de ma faute, au fond, et que c'est aussi la manière dont j'ai été éduquée, dont je me suis construite, qui m'a vraiment mis une espèce d'obsession là-dessus, il y a un problème vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis du poids. Et donc j'ai pu en parler avec mes parents, qui a posteriori ont vraiment reconnu le fait que ils étaient eux-mêmes en prise avec les injonctions de l'époque, où dès qu'on a un enfant un peu rond, tout de suite on s'inquiète. Ma mère elle-même, elle était beaucoup là-dedans, donc elle faisait beaucoup de régimes, elle était insatisfaite de son corps, et donc du coup elle surveillait beaucoup. Et donc il y a eu un peu une reconnaissance, enfin ils ont pris vraiment leurs responsabilités, et c'était super chouette aussi de pouvoir avoir ça, de dire oui, clairement c'était pas cool quoi. C'est normal que ce soit ça. Et en même temps ils m'ont dit aussi que ça venait non pas tant de mon poids mais de comportement alimentaire, parce que voilà, ils avaient l'impression que je mangeais très très vite, que je me jetais un peu sur la nourriture dès qu'il y avait des anniversaires ou des goûters, que je me cachais pour manger des bonbons. Ce à quoi je leur répondais, oui, mais il n'y en avait pas du tout à la maison, donc je pense que pour un enfant c'est très normal, enfin c'est très intuitif en fait. Oui. Et voilà, donc ça a été un sujet très très tôt dans ma vie en tout cas. Et tu avais des frères et sœurs, ou tu as des frères et sœurs? Oui, je suis l'aînée, j'ai une petite sœur et un petit frère. Et en fait, alors ma petite sœur, elle n'a jamais eu de problème de poids, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, quand on discute du rapport à la nourriture qu'il y avait dans la maison, elle me dit qu'elle-même, elle sent un peu des réminiscences, un peu de forme de privation qu'on avait à la maison, puisque justement on n'avait vraiment pas le droit de manger de gâteaux qui sont bons, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui elle me disait qu'elle-même, qui a priori n'a jamais eu ni de troubles du comportement alimentaire, ni de relations troublées à la nourriture, que quand même elle sent bien qu'à des moments c'est un peu compliqué. À l'adolescence, je pense que c'est là que j'ai eu vraiment une prise de poids importante. Et donc du coup, c'était vraiment, je pense, pendant des années, l'enchaînement de moments de compulsion très très intenses, parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde quand on est ado. Je pense que c'est difficile. Enfin voilà, c'était une période difficile, donc voilà, il y avait beaucoup de compulsions, et du coup, beaucoup de moments où, à l'initiative de mes parents ou à mon initiative, il
y avait un début de régime ou quelque chose comme ça qui se mettait en place. Comment c'est finalement une alternance de restrictions et de lâchage, du coup? Ouais, complètement. Ouais. En fait, j'ai assez peu de souvenirs finalement précis, si ce n'est que... en tout cas, j'étais très mal dans ma peau. Et je pense que, surtout, contrairement peut-être à d'autres témoignages que j'ai pu écouter, moi, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de perdre 10, 15, 20 kilos. En fait, en termes de prise de poids, j'ai jamais été en obésité. Les phases de restriction, je sais pas en tout cas à quoi c'est dû, mais ça a fait que en étant ado, j'ai du coup pris beaucoup de poids, que j'ai ensuite un petit peu perdu, mais naturellement, je pense juste en adoptant mon corps adulte, je pense. Et du coup, j'ai jamais en fait, ça n'a jamais marché. C'est ça le truc. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé de tenir un régime sur plusieurs mois, par exemple, et de perdre 15 kilos. Et puis, voilà, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Oui. Et puis tu dis qu'en même temps, il y a une espèce de brouillard, en fait, un peu sur cette période, quoi, peut-être pas d'amnésie, le mot est un peu fort, mais voilà, il y a peu de souvenirs, en fait, de cette période d'adolescence là et de la façon dont tu pouvais te sentir ou te percevoir, hormis le fait que c'était, comme pour beaucoup d'adolescents, une période un petit peu complexe du coup pour toi. Exactement, j'ai vraiment peu de souvenirs. Je sais pas pourquoi, mais le seul souvenir que j'ai, c'est quand on a essayé de m'emmener à Nature House, qui était une chaîne qui existe toujours, oui. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, le concept, c'était un rendez-vous chez un diététicien gratuit, mais on doit acheter des produits. Et donc du coup, je me rappelle de ça parce que du coup, il y avait beaucoup de compléments alimentaires qui faisaient énormément aller aux toilettes, tout ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment pas terrible, quoi. Oh là là. Ah ouais, je savais même pas qu'ils pouvaient proposer à des mineurs ce traitement de choc. C'était ma mère qui m'emmenait. C'était terrible, parce que en fait, on y allait à deux avec ma mère. Et je sais que ma mère, elle avait des régimes beaucoup plus stricts. Elle avait vraiment genre un régime à l'ananas. Et moi, comme j'étais ado, j'avais quelque chose d'un peu plus équilibré entre mille guillemets. Ouais, non, c'était ni à faire ni à refaire. Ouais. Alors du coup, j'imagine qu'on avance petit à petit dans les années, même si ton adolescence n'est pas si loin que ça finalement, globalement à l'échelle d'une vie. Mais voilà, on avance. Oui, totalement. Donc ensuite, je fais mes études, donc je deviens plus autonome sur la manière dont je me nourris, je m'alimente. Oui. Et je pense qu'il y a deux mouvements. C'est à la fois, il y a une forme de régulation, quand même. Enfin, voilà. Je fais mes études, j'ai mes amis, Mais... je pense que même encore aujourd'hui, je prends pas la mesure de la place que prenait la nourriture et mon rapport à mon corps dans ma tête depuis toujours. Mais donc c'est quand même toujours très présent, mais de manière générale quand même, je suis un peu mieux dans ma peau, quoi. Enfin, je suis en prépa, je réussis super bien mes concours, j'ai un amoureux, enfin ça va. Et en même temps, je me rappelle quand même que comme j'étais adulte, les cycles restrictions sous compulsion sont peut-être un tout petit peu moins fréquents, sauf quand ça va mal, et plus courts. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai vraiment une compulsion, je vais simplement aller au supermarché de nuit, ou je sais pas, et m'acheter... on pourra en reparler après, parce que j'ai depuis vachement avancé avec ces aliments, mais j'avais vraiment des aliments spécifiques pour ça, donc c'était globalement des Kinder. Et puis j'en mangeais énormément, et puis s'en suivait une période de restriction, mais ça n'a jamais été des choses trop extrêmes non plus, mais en tout cas après je faisais très attention, voire je jeûnais un petit peu, et donc du coup il y a à la fois une régulation et à la fois des rituels quand même de compulsion puis de restriction qui se mettent en place d'une manière un peu différente, parce que je suis plus chez mes parents et j'ai plus la sanction après d'avoir descendu le placard ou quoi, je fais ce que je veux, donc voilà. Et il y a juste une période, donc je pense que c'est vraiment le moment où
où j'ai repris du poids. Ça allait très mal parce que j'étais dans une école de commerce bien connue et j'étais très mal dans ma peau là-bas. C'était vraiment pas un environnement qui était safe pour moi. Et à cette époque, j'ai eu... Mon rapport à la nourriture s'est vraiment dégradé. Mais ça a duré 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai l'impression que je repasse encore un palier sur le côté, je vis seule dans un appart à Paris, puis je fais des études intéressantes, j'ai une vie citadine parisienne chouette, et là rentre dans ma vie le féminisme. Donc, qui était déjà dans ma vie, mais d'un côté un peu plus théorique. Et donc, on va dire que vers 2014-2015, je commence à suivre des activistes, des fat activistes. Oui. Notamment Jess Baker, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les choses qu'on ne dit jamais aux filles grosses ». Oui. Et donc je réalise un peu l'ampleur de la grossophobie de la société, de la violence des expériences que j'ai pu vivre, parce que évidemment que j'ai vécu de la grossophobie en étant ado, des moqueries, des choses comme ça. La grossophobie intériorisée de ma famille, de moi, du fait que mon corps me satisfait plus ou moins en fonction de combien je pèse, etc. Et c'est toujours, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans le rapport à la nourriture, c'est que c'est toujours très ambivalent. C'est-à-dire à la fois je découvre tout ça, et puis je vis un peu ma vie de jeune femme, et à la fois je me rappelle que c'est aussi une période où je commence à vouloir méditer tous les jours, à faire du yoga, puis à me mettre à courir. Donc à la fois il y a quand même beaucoup de perfectionnisme et de contrôle et d'envie de changer mon corps. Oui. Et à la fois je commence à intégrer dans ma vie un nouveau regard sur tout ça. Je sais pas si c'est clair. Si. C'est comme quelque chose d'à la fois ambivalent et en même temps pas tant que ça. Enfin, c'est ça que je sens. Hein. À la fois ces yeux qui s'ouvrent sur tout. Parce que je reste, tu sais, avec ce que tu disais, de comprendre toute cette violence, toute cette grossophobie, tout ce rejet que tu as vécu ado, où il n'y avait pas de mots. Enfin, tu vivais les choses et émotionnellement, ça devait être hyper violent, hyper difficile. Mais là, quelqu'un, ou des concepts venaient mettre des mots, en fait, sur ce qui s'était passé. Donc, de réaliser ça tout d'un coup. Donc, j'imagine que ça n'a pas été rien de... je ne sais pas comment tu l'as vécu, ça, d'ailleurs. On viendra après à cette un peu dichotomie, mais comment tu as vécu, avec le recul, tu vois, sur ton histoire d'enfant et d'adolescente, ce qui avait été vécu, internalisé de cette grossophobie? En tout cas, ce qui me vient, c'est de me dire, en fait, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu une déculpabilisation. Qu'il y a eu un peu ce truc de prendre la mesure des violences que j'avais vécues et même des privations, etc., du stress que mes parents me transmettent avec parfois des mots très très durs, etc. Donc il y a une déculpabilisation, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui je travaille énormément sur les traumas, sur la régulation du système nerveux, etc., parce que je pense que j'ai vraiment vécu ce déclic de poser le mot trauma sur ce qu'on a vécu, d'un coup se rendre compte que en fait ça pèse en permanence dans notre corps, dans notre tête, et que c'est possible de mettre de la légèreté et de la souplesse là-dedans, mais ça prend vraiment du temps parce que c'est très ancré. Donc il y a une déculpabilisation, je pense, c'est surtout ça. C'est je sors un peu du côté je pense qu'avant j'étais dans je n'ai pas de volonté, j'ai vu que tu parlais de ça il y a pas longtemps, j'ai pas de volonté, ou je suis nulle, ou j'ai un problème. Ça m'a pas empêché d'être encore dans le grand problème de ma vie, c'est la relation à la nourriture, et on pourra en parler, mais j'ai de plus en plus un regard différent là-dessus. Donc je suis passée de je suis un problème à j'ai un problème. Et oui, c'est pas la même chose, hein. Il y a une sacrée nuance même, du coup. Ouais, et oui. Oui, et tu disais, du coup, à cette époque-là, il y avait toutes ces prises de conscience, et en même temps encore un besoin de bien faire les choses, de reprendre le contrôle, ou quelque chose comme ça, c'est ça ? Oui, en fait... C'était un peu l'époque où on commençait à avoir un discours un peu plus différent, où c'était plutôt les discours autour de la nourriture émotionnelle, gérer ses émotions, tout ça. Et donc du coup, je pense qu'il y avait d'un côté tout ce que j'absorbais de ce que le féminisme et
le fat activisme avait à dire sur le sujet. Et ça a préparé le chemin d'après, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à laisser complètement tomber une quête de perte de poids et de meilleur rapport à l'alimentation. Que moi je fusionnais complètement avec la perte de poids. Pour moi, travailler sur son rapport à l'alimentation, ça veut forcément dire perdre du poids. Eh oui. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. Hein. Enfin, moi, je me heurte avec des guillemets un petit peu à ça dans l'approche que je propose, dont le but, c'est pas la perte de poids, c'est le travail sur la relation. Mais c'est tellement collé, en fait. Si j'améliore ma relation à la nourriture, alors je vais perdre du poids. Que du coup, des fois j'ai l'impression pas de me battre contre des moulins, mais qu'il y a un truc, comme tu dis, c'est comme une étape d'après en fait, ou enfin je sais pas si c'est après, avant, peu importe, il y a pas une histoire d'hiérarchie ou quoi ou qu'est-ce, mais ouais, je vois bien ce que tu veux dire. C'est tellement collé au niveau à l'intérieur de nous, au niveau de la société, au niveau de toutes les représentations qu'on a, en fait, par rapport au poids, par rapport au corps, par rapport au fait de se sentir bien dans son corps, ou même sur la santé du corps, du coup. Que, séparer la relation avec l'alimentation et la question du poids, c'est un peu compliqué. Mais je m'emballe, du coup. Revenons à toi. Complètement. Je suis complètement d'accord. Il y avait un petit peu ce côté, oui, je réalise que la société est toute pourrie et a un gros problème avec le corps gros, le corps gras. Et j'ai vécu plein de choses en lien avec ça. Et mon histoire, c'est pas ma faute, en fait. Enfin, il y avait ça. Mais je vais quand même déployer toute mon énergie, puis je commençais même à dépenser un peu d'argent pour m'optimiser, pour optimiser mes routines, pour mettre en valeur mes formes, enfin j'en sais rien, mais être quand même dans un... Oui, pas encore dans une forme d'acceptation, ou avoir peur quand je voyais que je compulsais un peu plus que d'habitude, paniquer un peu, enfin voilà, donc il y avait quand même... à la fois je comprends des choses et en même temps j'ai quand même toute mon énergie, ma charge mentale qui est, il y a toujours pas trop loin une envie ou un plan d'action en cours de sport, d'alimentation et voilà, et qui se déguise dans d'autres choses. Donc ça va être des naturopathes, ça va être sa santé, ça va être ce genre de choses, mais au fond derrière il y a toujours l'espoir de un jour perdre du poids. Du coup, alors, je suis friande d'entendre la suite de l'évolution, en fait, de tout ça. Alors, la suite, c'est les 3 dernières années. En 2018, je pense que c'était suite à une période, justement, peut-être un peu plus morose, où ça allait un peu moins bien, où j'étais un peu fatiguée, et puis je sentais que... Donc, je m'intéressais déjà beaucoup au développement personnel, j'avais fait des choses, du contenu, ce genre de choses. Et donc pour la première fois, j'ai fait un atelier de coaching sur la perte de poids, le lien avec les émotions. Et à ce moment-là, corporellement, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais dans ma vingtaine, je me suis quand même un peu stabilisée. Du coup, aujourd'hui, je suis professeure de yoga, je faisais déjà beaucoup de yoga. J'avais fait du rugby aussi, donc j'avais des pratiques physiques, corporelles très intenses ou très belles. Enfin, j'avais fait beaucoup de danse aussi qui faisait que il y avait déjà... je sais que j'aimais beaucoup avoir des partenaires, des amoureux, j'aimais beaucoup séduire, donc il y avait quand même une vraie interaction avec mon corps, mais je m'en rendais pas trop compte encore à ce moment-là. En tout cas, voilà. Et donc du coup, j'ai suivi un accompagnement sur plusieurs mois qui était du coaching centré sur le poids, mais pas que. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé, en plus de ça, à me connecter à mon corps de manière un peu plus intuitive, à faire vraiment via la danse, via le yoga. Je m'intéressais beaucoup aux pratiques énergétiques, donc je commençais à avoir une vie intérieure, spirituelle, corporelle plus riche. Et en même temps, j'ai perdu du poids pour la première fois de ma vie, quoi. J'ai perdu, une dizaine de kilos. Une bonne dizaine de kilos. Donc je me sentais comme le roi du pétrole, j'étais super contente. Et au début de la pandémie, j'ai voulu intensifier cette dynamique-là. Donc c'était un peu parti
dans cette période-là, j'étais pas ultra concentrée sur mon poids en fait. Tout était assez facile, on va dire. J'étais moins... J'entends une grande fluidité en fait dans ce qui se passait pour toi dans cette période-là. Oui, exactement, c'était très fluide. Et à ce moment-là, il n'y avait pas non plus pour moi de contradiction. Parce que j'étais aussi de plus en plus dans des collectifs féministes avec des corps différents, etc. Enfin, voilà, mais c'était super chouette jusqu'à un moment où je suis arrivée un peu au bout de ça parce que je pense que le début de la pandémie, au moment où tout le monde partait un peu dans son... Par inquiétude, bien sûr, et vu la situation était stressante, mais avec... un plan de faut bien faire ci comme ça, enfin voilà, il y a une petite inquiétude sur l'alimentation, d'autant que j'étais en confinement chez ma mère avec qui on a souvent ce genre de discussion, et souvent en fait ça j'avais remarqué parce que dans l'accompagnement que je faisais, je remarquais que les moments où j'avais des compulsions, donc à l'époque on appelait ça tamponner, dès que je rentrais chez mes parents j'avais l'impression de me comporter comme quand j'étais ado, j'avais toujours une espèce de fenêtre de 2 jours à peu près où c'était compliqué niveau nourriture. Et là j'étais en confinement avec ma mère, donc j'avais vraiment une inquiétude là-dessus. Ouais. Et j'ai fait super attention, je me suis vraiment mise dans un programme de sport, en plus je terminais ma formation de yoga, donc ça se croisait avec un peu les injonctions qu'il y a dans le monde du yoga, à faire des super postures, surtout quand on est prof, etc. Donc je me suis fait un programme sportif et alimentaire, on va dire, ouais. Sauf que j'étais pas prête, enfin, je pense que... Enfin, en tout cas, patatras. Et je me suis vraiment retrouvée à faire des compulsions très fortes et à me dire, wow, ok, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des comme ça. Ouais. Et donc là, j'ai changé de méthode, j'ai tout lâché, mais vraiment. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc je suis rentrée un peu plus dans la démarche de l'alimentation intuitive. Du coup, ça fait 1 an, je dirais, là. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'avais un profil plus restrictif que je ne le pensais. Ouais. Et que pour moi, même tout ce qui était jeûne intermittent, j'étais végétarienne depuis 5 ans, j'ai tout lâché. J'ai vraiment décidé de... En fait, c'est pareil, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai même pas tant décidé, je pense que... Mais du coup, en fait, ce qui se passe depuis 1 an, c'est que les premiers mois, c'était un peu intuitif. Enfin, c'était un peu freestyle, entre guillemets, mais en fait, ça allait bien. Enfin, en fait, depuis que j'ai lâché, ça... Juste spoiler, ça va plutôt bien. Mais voilà, ce qui s'est passé là, cette année-là, là en 2020-2021, c'est que... j'ai plus du tout en arrière-plan l'idée que c'est bien de faire un jeûne intermittent, que c'est bien de... Ça me pose un petit peu problème, mais j'ai recommencé à manger de la viande, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de lâcher mes restrictions, j'ai eu envie de manger des produits animaux. Donc pour l'instant, je le fais, je me l'interdis pas. J'espère dans le futur pouvoir un peu recalibrer ça et voir dans quel rapport j'ai envie d'être vis-à-vis de cette éthique là, aussi par rapport à moi, mon chemin de guérison. Et en fait, je suis suivie par un thérapeute qui fait comme toi, qui fait l'ACT, les TCC et l'ACT. Et donc du coup, voilà, depuis 1 an, j'observe non plus tant mes pensées qui me font manger, mais j'observe les pensées que j'ai vis-à-vis de mon corps. Ce serait un corps qui est trop ci ou pas assez ça. Et j'observe aussi les tentations de chercher soit à améliorer ma santé, soit à perdre du poids ou quoi. C'est un peu brouillon sur cette dernière année, mais voilà, c'est vraiment une démarche plutôt d'alimentation intuitive, pas ultra structurée parce que j'ai pas pris un accompagnement spécifique où on suit les étapes, etc. Mais aujourd'hui, dans mon rapport à l'alimentation, donc je pense que par rapport à il y a 1 an et demi, j'ai pris du poids, mais pas assez pour changer de taille de pantalon, par exemple. Donc finalement, c'était assez rassurant pour moi de voir que ça se régule quand même. Et voilà, et là, à l'heure où je te parle, dans ma maison, il y a des granolas, il y a du Nutella, il y a tout ce que je veux. Je mange ce que je veux. Quand j'ai envie de tamponner, je tamponne, et voilà, et ça va. Donc
C'est vraiment une démarche complètement différente et je pense que ce que je te disais tout à l'heure, j'observe, je me rends compte que je parle beaucoup de mes proches, peut-être que je verrai après, mais en tout cas j'observe mon copain qui lui pour aussi, comme qui est un peu noctambule et qui lui aussi à des moments il va beaucoup manger, se faire plusieurs bols de céréales à 1h du matin, enfin ce genre de choses. Et en fait la différence entre lui et moi, c'est pas tant que moi je tamponne et que lui il tamponne pas, en fait on tamponne tous les deux, mais la différence entre lui et moi c'est que pour moi c'est un problème et pour lui c'est pas un problème. C'est ça. Et voilà, j'essaie de me rapprocher un peu de ça, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui et ça fait du bien grosso modo, mais ça il y a des jours avec et des jours sans bien sûr. Oui, moi je suis avec ce processus aussi, parce qu'il y a eu différentes étapes que tu nous as décrites, avec là dans cette dernière étape où tu dis moi je reste avec, j'ai tout lâché quoi, je reste vraiment avec ça, avec et en même temps c'est assez peut-être tu vas pas être d'accord quand je dis ça, mais assez courageux, mais en même temps j'ai l'impression que c'était une évidence pour toi, c'est pas quelque chose que tu as décidé, j'ai l'impression, de tout lâcher. Pas tellement. Je pense que le déclic, ça a été de vraiment comprendre ce que je savais pas avant, à quel point... En fait, moi, je me sentais en échec par rapport à la pratique de mettre de la conscience sur ces tampons, parce que vraiment, pour moi, il y avait zéro conscience dans ces moments-là, et c'est là que j'ai réalisé que c'était des compulsions. Et quand j'ai réalisé que les compulsions et les restrictions, c'était juste les deux faces de la même pièce, et c'est fou parce que j'ai toujours enchaîné des périodes de restriction après des compulsions, et je me suis jamais dit c'est juste exactement le même mécanisme. Et c'était un mécanisme qui me poursuivait dans le reste de ma vie, ce côté tout ou rien, c'est soit je suis parfaite, soit je suis en roue libre. Et du coup ça m'a... Donc quand je dis tout lâcher, oui j'ai tout lâché, mais je pense qu'en réalité tout le chemin que j'avais fait avant, et notamment de coaching, et notamment de reconnexion à mon corps, ça a permis de faire que le fait de tout lâcher, il y avait déjà une forme de régulation et d'écoute qui était présente, et donc du coup je me suis sentie assez en sécurité pour le faire. Mais j'avoue que le côté ne plus être végétarienne, je l'avais pas du tout vu venir. Et voilà, je me rappelle il y a 6 mois, des sessions où j'allais faire mes courses. En plus, c'est une année où je me suis mise à mon compte, j'ai déménagé, etc. Donc ça faisait beaucoup de choses. Mais il y a 6 mois, j'allais au supermarché pour acheter 2-3 paquets de Kinder en me disant ce sera à la maison. Et j'étais très angoissée de les acheter. Je me disais et voilà, et pendant je pense 2 ou 3 mois, dès que j'avais envie de manger un ou plusieurs Kinder, j'en mangeais. Donc il y avait des soirs, je regardais des films avec mon amoureux et je mangeais 6 Kinder. Mais avant, j'aurais mangé tous ceux qui étaient à disposition. Donc voilà, et puis petit à petit, là il n'y a pas de Kinder chez moi du coup, mais si j'ai envie de m'en racheter, je m'en rachète, il n'y a aucun souci. Donc c'est ça. Voilà, ça s'est fait... Ouais, c'est assez étonnant, et en même temps, du coup je suis assez prudente maintenant, donc par exemple, j'ai très envie de faire un jeûne pour des raisons spirituelles notamment, et aussi parce que j'ai une blessure, j'ai une tendinite qui dure depuis plusieurs mois, et je sais que typiquement un jeûne ça en termes de santé, et jusqu'à maintenant, donc là je pense que je vais le programmer pour bientôt, j'osais pas trop le faire parce que je me disais j'ai peur que ça me remette dans des pensées un peu restrictives, donc une espèce d'espoir que en passant ça me fasse reperdre peut-être les quelques kilos que j'ai pris, ou que en passant ça purifie ou améliore la santé de mon corps, parce qu'en ce moment depuis 1 an je suis pas exactement en mode crudivore, 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc voilà, je pense que c'est quand même... du coup c'est marrant d'avoir switché le côté je mets de la conscience sur mes pensées qui me font manger. Aujourd'hui je mets de la conscience sur mes pensées de tentation d'être meilleure d'une manière ou d'une autre, ou d'avoir de perdre du poids, ou de... et c'est pas qu'autour de la perte de poids, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'apparence, même de la santé. Voilà où j'en suis. Oui, il y a vraiment, je trouve ça super intéressant, ce switch que tu décris dans le focus de qu'est-ce que j'observe en fait. Et que là aussi, ça n'a strictement rien à voir. Je suis pas en train de me focaliser sur ce qui va pas presque, mais je me focalise sur la
tentation de remettre du contrôle. Enfin, je me focalise sur les pensées que j'ai plus envie d'avoir finalement, sur ce fonctionnement que j'ai plus envie d'avoir, d'injonction, que ce soit au niveau de la santé ou de l'apparence ou du poids. Enfin, ouais, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire plutôt qu'un moment où ça va pas, où je m'ennuie, où je suis stressée, d'observer ça pour me dire ah attention, t'as envie de tamponner ici, il faut pas, ben généralement je me laisse faire. Et le fait de me laisser faire, ça fait que c'est beaucoup plus régulé, enfin c'est des prises alimentaires qui sont beaucoup moins... en tout cas, c'est même pas qu'elle soit importante ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas, j'ai plus jamais autant mal au ventre ou même mal à la langue que ça a pu être le cas il y a quelques années. Et en revanche, ce que je vais observer, c'est si un jour, par exemple, j'ai beaucoup mangé la veille, on a mangé une raclette par exemple, et que j'ai une tentation de faire un jeûne intermittent parce que je me suis dit il faut, ou d'attendre qu'une vraie faim revienne je me dis non. Là, c'est une pensée où je peux ne pas y réagir, en fait. C'est ça, la pensée auquel je peux ne pas réagir. Oui. C'est la recherche compulsive de solutions pour s'équilibrer, pour pas prendre de poids. C'est ça. Ouais. Et avec, en parallèle, le travail de reconnexion autour de ton corps. Et c'est ça que tu disais aussi. C'est aussi parce qu'il y avait eu tout ce travail en amont au niveau sensation corporelle que finalement, tu as pu être prête aussi à passer cette étape-là, de tout lâcher. Ouais, complètement. C'est quelque chose que j'enseigne maintenant, ou en tout cas que je partage dans des ateliers, c'est comment est-ce qu'on peut interagir avec son corps autrement que par l'image corporelle. Et en fait, justement, moi je me rends compte aujourd'hui, donc sans repencher dans une espèce de perfectionnisme où il faut tout le temps pratiquer, etc., mais je me rends bien compte que quand je me fais pas plaisir, mais du coup manger ça fait partie de se faire plaisir, hein. Mais quand quand je suis moins attentive à me faire plaisir, que ce soit par la nourriture, la sexualité, le fait de me pomponner, enfin plein de choses. Quand je suis pas... quand j'écoute pas mon envie, j'en sais rien, d'aller me balader, ou que je fais mes pratiques corporelles, donc je fais du yoga, je fais du qigong, je fais de la respiration, et je sens que dans ces moments-là où je suis moins attentive à mon corps, à mes sensations, c'est l'image corporelle qui revient. C'est les pensées sur l'image corporelle. Alors que quand... on a plein d'ingrédients différents, donc on a l'idée de l'ancrage ou la neutralité corporelle, l'idée d'avoir des pratiques d'embodiment, donc d'être vraiment attentif à ses sensations, même quand on médite sur nos émotions, etc. Donc vraiment, en fait, tous ces outils-là d'interaction avec mon corps, je pense, sont vraiment indispensables pour ne pas être obsédé par son image corporelle, et vouloir maigrir, c'est être obsédé par son image corporelle, enfin, de près ou de loin. Et ça m'aide aussi, à avoir des signaux corporels beaucoup plus clairs quand je tamponne. Mais ouais, moi, quand je tamponne, je me dis que... justement, c'est mon corps qui est en train de se réguler. Il y a c'est des stratégies intuitives de notre corps, quoi, pour se faire du bien, pour... Ouais, et puis c'est aussi une stratégie intuitive pour réguler l'émotion, enfin pour réguler le système émotionnel, en fait. Ouais, pareil, je partage beaucoup ça sur le système nerveux, donc sur le fait que notre système nerveux, il s'active complètement en dehors de notre contrôle, et donc parfois on se retrouve soit en état de sidération, donc un peu d'apathie et de brouillard un peu du cerveau, soit au contraire en état un peu plus anxieux de fuite-attaque. Et en fait, dans ces moments-là, c'est un état biochimique de notre corps, c'est vraiment... Et ça passe pas du tout par nos pensées, et en fait, dans ces moments-là, tout ce qui est... toutes sortes de mécanismes d'adaptation, donc de tampons, en fait c'est des stratégies intuitives de notre corps pour se réguler, pour faire baisser, pour faire revenir un peu de dopamine, et donc du coup j'ai plus envie de lutter contre ça, quoi. Voilà. Et oui, et là tu vois, du coup je relis ça à ce que tu expliquais autour des traumas, de la régulation des traumas, où il y a des états émotionnels de sidération par exemple, ou des états émotionnels tellement puissants que heureusement que le corps peut trouver des moyens en fait de réguler ça. Oui, c'est ça, et je pense que quand on s'adonne à ça
sans se juger après, enfin tout va bien. Enfin il n'y a pas de problème en fait. Ce qui se passe, c'est après quand on se dit oh mon Dieu, c'est-à-dire on n'a même pas eu le temps de revenir à un état de système nerveux régulé, un peu plus posé, qu'on est en train de se dire c'est terrible, c'est pas bien, enfin j'en sais rien, tout ce qu'on peut se dire, ou vite il faut que je mette ça en place, et là voilà, c'est dommage. Mais oui. Avant qu'on ne se quitte, Célia, comment tu résumerais un petit peu ton parcours et puis si tu as un message à passer aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, pour résumer mon parcours, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la quête ou de l'exploration, d'approche de la relation à la nourriture. C'est quand même un sujet vaste, ambivalent, personnel, etc. Et donc je pense que pour moi c'est toujours un petit peu une quête, une exploration, quelque chose qui est très présent dans ma vie. Et en termes de message, justement, je pense que du coup, j'ai pas tellement de messages universels ou de conseils à partager. Enfin, je trouverais ça bien malvenu dans le sens où chacun a un rapport, enfin une histoire très personnelle vis-à-vis de tout ça. Je pense que s'il y a des approches qui marchent pour certaines personnes et pas pour d'autres, c'est juste normal. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que, entre guillemets, améliorer mon rapport à l'alimentation, ce que j'aimerais, c'est comprendre que ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème depuis longtemps en fait, pour de vrai. En vrai, je pense que c'est plus un problème depuis longtemps. Mais la société, plus notre histoire, plus cette quête un peu infinie font que on est toujours dans cette idée qu'il y a quelque chose à améliorer, à réguler, à fluidifier, à guérir. Et en fait, je pense que c'est plus un problème en fait. Mais j'ai encore du mal à me le dire. Ouais. Oui, mais en tout cas, je l'entends et ça me fait du bien de t'entendre dire ça, tu vois, d'entendre que c'est pas un problème, en fait. Et que finalement, si je repense à ton histoire de petite fille, bah, c'était pas un problème au départ et c'en est devenu un très tôt et ça a été mis en exergue très tôt et en même temps, encore une fois, bien sûr que chaque parent fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, avec sa propre histoire et avec son inquiétude, enfin, etc. Hein. Mais au départ, c'est pas un problème en fait de s'alimenter, c'est un problème pour aucun être humain qui arrive au monde, ça n'est un problème en fait. Et c'est comme si aujourd'hui tu pouvais entrevoir la réalité de ça, c'est pas un problème et il y a bien longtemps que c'est plus un problème en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense que les vraies compulsions, c'est justement ces pensées c'est toutes les pensées, le système de pensée, d'émotions qu'il y a autour du fait que c'est un problème, entre guillemets, du coup. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça. Encore malgré moi, comme ça, je vais avoir une pensée de jugement de la manière dont j'ai mangé, ou encore malgré moi, je vais avoir une pensée d'évaluation de telle ou telle partie de mon corps. Et c'est ça, pour moi, les vraies compulsions et les choses que j'ai envie de réguler et de dire à ces pensées, c'est ok, on va bien, t'as pas besoin de venir, y a rien à améliorer, y a rien à réparer, enfin... Et ces pensées-là, elles sont compulsives, elles viennent comme ça, quoi. C'est vraiment... C'est ça. Bah oui, ce serait de pouvoir... Alors, arrêter qu'elles arrivent, c'est pas possible, hein. Mais en tout cas, de les voir moins souvent. Ou en tout cas, le problème, c'est ça, c'est ces pensées qui arrivent, en fait. C'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. Peut-être que, je sais pas, toi ou d'autres personnes, mais voilà, plutôt que, je me répète un peu, mais plutôt que d'observer, de compter le nombre de fois par jour où on a envie de tamponner, peut-être compter le nombre de fois par jour où on a des pensées d'envie de maigrir ou d'améliorer sa santé ou d'améliorer son apparence. Voilà, je pense que c'est pas mal en fait, qu'il y en a beaucoup. Et peut-être que ces pensées, on peut leur faire un peu de place et leur dire je comprends d'où tu viens, mais c'est ok, on peut juste les rassurer un peu, cette partie de nous qui s'exprime et dire notre corps il est bien, on va bien, on a beaucoup cheminé, ça va. Je te remercie beaucoup, Célia, pour ton partage et pour ce temps précieux qu'on a passé ensemble. Et est-ce que tu serais OK pour qu'on partage ton compte Instagram et ce que tu fais dans les notes de cet épisode ? Oui, bien sûr, avec plaisir, ouais.
Ouais, Je parle pas encore spécifiquement de relation à la nourriture, mais je pense que c'est dans l'idée, peut-être un jour quand j'en aurai l'élan et quand... Mais voilà, là, cet échange avec toi, c'était peut-être un premier pas. Mais je parle beaucoup d'autocompassion, de se faire du bien, de régulation de son système nerveux, justement. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et du corps, bien sûr. Et oui, bah oui. Et oui. Merci beaucoup, Célia. Merci d'avoir écouté ce témoignage. J'espère que le parcours de Célia vous inspire autant que moi. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.